Il y a 5 ans, nous étions venus à Londres avec Caroline Segarra pour lancer de façon effective notre émission avec la série Chapeau melon et bottes de cuir. 5 ans après, nous sommes revenus à Londres et nous allons vous parler d'une autre série anglaise mythique qui est Amicalement Vôtre, ou si vous préférez, The Persuaders en version originale. À travers de quelques lieux de tournage de la série, nous allons vous raconter la fabuleuse histoire de celle-ci. Allez, c'est parti pour ce phase S très spécial. Amicalement Vôtre débute dans un épisode d'une toute autre série, Le Saint avec Roger Moore. Il s'agit de l'épisode 18 de la dernière saison appelé en français Le Roi. Dans ce dernier, Simon Templar fait équipe avec un riche texan, Rod Houston, incarné par Stuart Damon, pour déjouer les plans d'un ex-roi de Slovénie lors d'une partie de poker à Monte-Carlo. Cette aventure soude leur amitié. En fait, la série du Saint s'achevait et le producteur Robert S. Baker avait déjà une nouvelle idée de projet. Il décide de la tester en réel au travers d'un épisode du Saint. On retrouve donc toutes les bases de ce que sera Amicalement Vôtre. Bagarre, amitié entre les deux protagonistes, course de voitures, différence de caste sociale. De plus, l'immense succès de cet épisode va grandement aider à la concrétisation de ce projet. Hugh Grade est un producteur bien connu qui a donné carte blanche à Patrick McGowan pour faire sa série Le Prisonnier et pour avoir produit les Thunderbirds, les Sentinelles de l'air en français. Baker débarque donc chez Hugh Grade avec une maquette déjà en poche et le succès de l'épisode pour défendre la viabilité du projet. Et ce ne sera pas du luxe, car financièrement, il va falloir mettre de gros moyens. Pour que ITV la produise, il faut que l'idée tienne la route et que le succès soit au rendez-vous. D'autant que chez ITV, on apprécie moyennement les duos masculins. Hugh Grade accepte et Robert S. Baker peut alors lancer sa série intitulée The Persuaders. La production de la série démarre. La vedette du show est déjà toute trouvée. Roger Moore a le rôle-titre. Il a déjà une notoriété internationale à cette époque. En effet, sa carrière commence en 1945 dans des petits rôles jusqu'en 1958 où il décroche son premier rôle principal dans la série Ivanhoe. 4 ans plus tard, en 1962, il va définitivement être propulsé en tant que star grâce à la série Le Saint. Non content d'être la vedette des Persuaders, Moore se voit offrir un cachet d'1 million de livres pour son rôle dans la série. Il ne peut donc pas refuser. Encore mieux que cela, il sera le producteur du show via sa maison de production. En gros, c'est tout bénef pour Lord Brett Sinclair. Terry Nation sera également l'un des producteurs de la série, avec Johnny Goodman à la direction de la production. Ce dernier a produit par exemple la série Les Champions, Le Saint et a travaillé au hasard sur Alias le Baron. Il faut maintenant trouver l'acolyte de Roger Moore, qui doit être une vedette américaine. Rock Hudson est dans les esprits, mais on estime que celui-ci a trop de ressemblances avec Roger Moore. Puis le nom de Glenn Ford est cité. Cette fois-ci, Roger Moore ne s'entend pas avec l'acteur. De toute façon, les deux vedettes contactées refusent respectivement le rôle. C'est alors que la production demande à ABC, qui diffusera la série aux USA, une liste d'acteurs qui pourraient convenir pour le rôle. Dans celle-ci figure le nom de Tony Curtis. L'acteur, qui a débuté sa carrière en 1949 dans des petits rôles, a atteint la notoriété avec le film Some Like It Hot, certains l'aiment chaud en français, avec Marilyn Monroe et Jack Lemmon. On le voit ensuite dans Spartacus et divers films. En 1970, sa carrière bat un peu de l'aile. Il n'est alors qu'un invité vedette dans le show Lothin, vous savez ce show qui a tué la série Chapeau melon et bottes de cuir. Et il ne se fait donc pas prier lorsqu'on lui propose le rôle dans The Persuaders. En avril 1970, Tony Curtis s'envole donc pour l'Angleterre afin d'incarner Danny Wilde. On remodèle en profondeur le personnage de Danny pour qu'il colle plus à la personnalité très énergique et pleine d'humour de l'acteur. Le tournage commence. Mais les ennuis, eux, ont commencé bien avant.
En premier lieu, la production sait que Curtis est un gros fumeur de joint. Elle lui demande donc de ne pas en avoir sur lui. Malheureusement, à peine arrivé en Angleterre, Curtis se fait arrêter pour détention de drogue. La production devra faire des pieds et des mains pour le sortir de prison. Ensuite, bien que les deux hommes s'entendent assez bien, les deux acteurs ont des méthodes de travail diamétralement opposées. Roger Moore travaille son personnage avec sérieux et implication, alors qu'avec un jeu très naturel, Curtis n'aime pas faire plusieurs prises. Il veut que la première soit la bonne, ce qui causera parfois quelques animosités sur le tournage, mais rien de bien grave. Enfin, Curtis joue au connard de service, selon les termes de l'équipe technique de la série, notamment dans l'épisode 6 de la saison 1, intitulé en français « Les pièces d'or ». Dans cet épisode, Curtis doit réaliser une cascade en montant le long d'un mur pour accéder à un toit. L'équipe technique devait fixer des points d'accroche métalliques pour sécuriser la scène. La mise en place prend un peu de temps. Et alors qu'ils ont à peine fini et pas encore crié « on tourne », Curtis, sans avertir personne, commence à grimper le long des attaches pour réaliser la scène. Le caméraman aura juste le temps de mettre en marche sa caméra et de filmer la scène. Et l'équipe technique racontera plus tard que ça se passait toujours ainsi avec Curtis, qu'il était ingérable et faisait tout pour les ennuyer. On citera également la mauvaise ambiance du tournage de l'épisode numéro 3, intitulé en français « Minuit moins 8 km », où l'invité vedette est Joan Collins. Vous savez, Alexis Carrington, dans la série Dynasty. Roger Moore raconte dans ses mémoires que Curtis était infect avec Collins. En effet, il ne pouvait pas se supporter. Curtis allant jusqu'à insulter Joan Collins de conne publiquement. Moore a dû faire des pieds et des mains pour tempérer les deux fortes personnalités et pour que la situation ne dégénère pas. Malgré tout, la série se tourne relativement bien et tout est fait pour qu'elle soit de qualité. Cela aura d'ailleurs un coût. Elle est considérée comme l'une des séries les plus chères à produire par Lew Grade. Le prix de chaque épisode était de 100 000 livres de l'époque, soit un montant astronomique de près de 2 millions d'euros de nos jours. Cela s'explique par l'utilisation de pellicules 35 mm en couleur qui sont habituellement utilisées pour le cinéma. Beaucoup de tournages sont en extérieur et en dehors de l'Angleterre, notamment sur la Côte d'Azur en France, en Espagne, en Suède ou encore en Italie. De plus, de nombreuses vedettes sont invitées dans le show. Ces dépenses s'ajoutent au coût des costumes et des voitures, notamment la célèbre Aston Martin DBS 6 cylindres pour le très british Lord Brett Sinclair et une Ferrari Dino 246 GT rouge, évidemment pour l'américain Danny Wilde. Les voitures ont été prêtées aimablement par les constructeurs à la production. Pour l'Aston Martin, celle-ci a des plaques d'immatriculation personnalisées pour Brett, sauf dans l'épisode cité plus haut, les pièces d'or. Les plaques de Brett Sinclair sont en réalité les initiales de Billy Smart Jr., le propriétaire de la voiture qui a autorisé son utilisation dans la série. Outre cela, il y a également le casting prestigieux qui chapeaute techniquement la série, avec un savoir-faire inégalé dans la réalisation des séries. Ainsi, on citera en vrac Leslie Norman, qui a travaillé sur Département S, Chapeau melon et bottes de cuir, Le Saint, et Roy Ward Baker, Sidney Hayers pour les plus connus à la réalisation. Mais aussi Terry Nation, Brian Clements, évidemment, sont eux aussi de la partie, ainsi que Roger Moore qui passera quelques fois derrière la caméra. John Barry composera sans aucun doute l'un des thèmes les plus reconnaissables et inoubliables pour le générique d'ouverture. D'ailleurs, Barry est connu également pour ses thèmes sur James Bond. Le générique culte serait la conception graphique de Charles Bishop. Les photographies de Tony Curtis incrustées sont authentiques, contrairement à celles de Brett Sinclair. C'est d'ailleurs une photo d'un des fils de Roger Moore qui est utilisée pour montrer Brett Sinclair tout jeune. Le thème de John Barry est téléchargeable sur Amazon, entre autres. Cependant, faites attention, certaines compilations de génériques de séries TV font des covers du thème qui ne sont pas toujours agréables à l'oreille. Il est également disponible sur divers CD français. À noter, John Barry dira plus tard qu'il fut influencé par l'utilisation des synthétiseurs de François de Roubaix, connu pour ses thèmes du film Dernier domicile connu, La Scoumoune ou encore le générique du Commissaire Moulin de 1976. Un vinyle 33 tours de 1972, contenant également le générique de la série plus d'autres titres de John Barry, a également été édité. Maintenant, existe-t-il un vinyle ou un CD contenant l'intégralité des musiques de la série ? Personnellement, nous n'en avons pas trouvé. Mais si vous l'avez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire.
N'hésitez pas à chercher d'ailleurs du côté de Ken Thorne, également pour les CD des musiques de la série. Ken Thorne est bien connu pour avoir travaillé sur les Superman 2 et 3 et a composé un des meilleurs thèmes de la série. On peut aussi nommer David Lindup, Devrel Goodman ou encore Don Kirshner qui viendront en renfort sur les musiques de celle-ci. Le pilote étant mis en boîte, la diffusion commence. Et pour la production et surtout ITV, il faut qu'elle soit un succès aux États-Unis. C'est donc le 17 septembre 1971 que la série est diffusée sur ITV. Celle-ci narre l'histoire d'un lord anglais oisif, Brett Sinclair, et celle d'un homme qui s'est fait tout seul et s'est sorti du Bronx, Danny Wilde. Tous deux ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. C'est le juge Fulton qui s'est mis en tête de les réunir et de les faire se rencontrer. Se détestant cordialement suite à une bagarre mémorable à propos du nombre d'olives pour leur boisson favorite, les deux hommes devaient aller en prison. Mais un juge à la retraite, Fulton, leur fait alors une proposition. Soit ils arrêtent de gâcher leur talent et se mettent au service de la justice, soit ils passeront plusieurs mois derrière les barreaux. Les deux hommes acceptent. Au fil des 24 épisodes de la seule et unique saison, une solide amitié va naître entre les deux comparses, et ce, avec ou sans les manigances du juge Fulton. Tous deux vont résoudre un certain nombre d'affaires, comme retrouver et présenter un ancien mafieux sain et sauf devant la justice afin qu'il dénonce ses complices, ou bien se confronter à un trafic de fausses pièces d'or, ou encore détruire une formule secrète très désirée qui permettrait de remplacer le pétrole. On aura aussi un très bel épisode avec un ancien ami d'enfance de Danny. À noter aussi que l'épisode a un enchaînement de circonstances, fait référence à James Bond lorsque Schubert met dans la fausse valise des romans de Ian Fleming afin de berner les services secrets britanniques. Amusant, non, quand on sait que plus tard, Roger Moore deviendra le fameux 007. Malheureusement, malgré la grande qualité de production de la série, visible immédiatement à l'écran, la série ne fonctionne pas aux États-Unis. Prévendue au réseau ABC, comme dit auparavant, la série fait tellement peu d'audience qu'elle ne sera même pas diffusée intégralement. Seulement 20 épisodes seront vus par les Américains. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, elle est en concurrence avec la série Mission Impossible, qui est déjà solidement implantée avec ses saisons précédentes. Ensuite, la faiblesse des scénarios de certains épisodes ont lassé le public américain. Ce dernier commençait d'ailleurs à migrer vers un autre style de série TV, comme Les Rues de San Francisco ou bien Kojak. Heureusement, son succès en Europe permet de limiter la perte financière. Celle-ci brisera tout de même les ailes d'ITV qui produira ensuite des séries moins coûteuses et reviendra au format de 30 minutes comme pour la série Poigne de fer et séduction. En France, elle fait l'objet d'une sortie au cinéma avec un remontage des premiers épisodes sous forme d'un film d'1h30 intitulé Mission Monte Carlo. Pour autant, on propose tout de même à Tony Curtis et Roger Moore de faire une seconde saison moins chère et qui serait majoritairement tournée en studio. Il faut savoir qu'à l'origine, les deux acteurs avaient signé un contrat de 5 ans. Mais un événement va casser définitivement cette possibilité. Albert R. Broccoli et Harry Saltzman ont remarqué Roger Moore et lui proposent de succéder à Sean Connery pour reprendre le rôle de l'espion le plus connu du monde entier, James Bond. Roger Moore racontera que même s'il avait eu vraiment envie de faire une saison 2 de The Persuaders, il ne pouvait pas refuser pour sa carrière un rôle comme celui de James Bond. En 1973, sort donc Vivre et laisser mourir avec Roger Moore pour la première fois en agent 007. À cela s'ajoute le fait que Tony Curtis n'était pas chaud pour faire une saison 2 plus cheap. La série s'arrête donc net. Roger Moore incarne donc Lord Brett Sinclair. Il créait d'ailleurs ses costumes pour son personnage, tandis que Tony Curtis, lui, faisait livrer ses costumes d'un grand couturier new-yorkais. Roger Moore commence sa carrière en 1945 dans des petits rôles, dans des films où il n'est même pas crédité comme par exemple Le Verdict de l'amour ou César et Cléopâtre. Alternant avec des séries TV jusqu'en 1957 où il apparaît dans le show Matinee Theatre, un an plus tard sa carrière commence à décoller avec son rôle d'Ivanhoe. Il enchaîne alors des rôles plus conséquents comme dans la série The Alaskans de 1959 à 1960, ou encore dans la série Maverick de 1959 à 1961.
Mais c'est l'année suivante, en 1962, qu'un rôle le propulse en tant que star du petit écran. Il s'agit de la série Le Saint avec son personnage du célèbre Simon Templar. Roger Moore enchaîne ensuite avec Amicalement Vôtre, puis il devient James Bond le temps de 7 films jusqu'en 1985, année de sa dernière interprétation de 007 dans le film Dangereusement Vôtre. Dans ce dernier, il est aux côtés de Patrick Macnee, connu pour être John Steed dans la série Chapeau melon et bottes de cuir, face à Christopher Walken dans le rôle du méchant. Après cela, il continue sa carrière et on pourra le revoir en 1999 dans la série The Dream Team ou Alias en 2002. Puis il se consacrera surtout au doublage jusqu'à sa mort en 2017 à l'âge de 89 ans des suites d'un cancer. Roger Moore fut marié 4 fois et était victime de violences conjugales de la part de ses 2 premières femmes. Il a eu 3 enfants. En récompense de sa carrière cinématographique, Roger Moore fut anobli par la reine Elisabeth II en 2003. Il est donc réellement un lord anglais. En 1991, il est devenu l'ambassadeur de l'UNICEF et soutenait activement les droits des animaux avec l'association PETA, dont il recevra une récompense en 2009 pour une campagne anti-foie gras. Il reçut également un prix dans les années 2000 du London Variety Club pour ses dons et son engagement dans les œuvres de charité. Roger Moore a également été très honnête vis-à-vis du fait qu'il ne réalisait pas lui-même les cascades dans les films de James Bond. Tony Curtis incarne l'inénarrable Danny Wilde, un homme venant du Bronx qui s'est fait lui-même et a fait fortune dans le pétrole. Curtis commence sa carrière en 1949 dans des petits rôles où lui aussi n'est pas crédité. Cela dure jusqu'en 1957 lorsqu'il commence à se faire connaître grâce à des films comme Le Grand Chantage et Les Vikings. Mais c'est surtout le film Certain Lame Show, où il partage la vedette avec Marilyn Monroe, qui fait décoller sa carrière. Il va asseoir sa notoriété en 1960 avec le film Spartacus. Il continue en alternant film et show. On le verra jouer notamment un rôle dramatique dans L'Étrangleur de Boston en 1968. Mais sa carrière est sur une pente descendante. Il apparaît en invité dans Low Thin de 1968 à 71 et enchaîne avec Amicalement Vôtre qui relance un moment sa carrière. En 1975 et 1976, il apparaît dans la série McCoy. Ensuite, de 1978 à 81, il joue dans la série Vegas qui mettait en vedette Robert Urich. Puis il aura des petits rôles dans des téléfilms ou des séries TV, comme au hasard Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. L'acteur est mort en 2010 à l'âge de 85 ans suite à une insuffisance cardiaque. L'acteur a été marié avec Janet Leigh, avec qui il a eu 2 enfants, dont sa fille Jamie Lee Curtis, très connue au cinéma pour Halloween, True Lies, Un fauteuil pour 2 ou encore Blue Steel. Après Jane Leigh, l'acteur se remariera 5 fois et finira sa vie avec sa dernière femme, Jill Vandenberg. L'acteur aura une vie mouvementée et verra l'un de ses fils mourir d'une overdose de cocaïne en 1994. Curtis, lui-même drogué, devra faire une cure pour s'arrêter. Dans les années 80, il se mettra à peindre. D'ailleurs, certaines de ses toiles valent aujourd'hui plus de 25 000 $. Gros fumeur pendant plus de 30 ans, il deviendra l'un des plus fervents militants anti-tabac. Michael Caine et Roger Moore créditeront d'ailleurs que Curtis les a persuadés d'arrêter de fumer des cigarettes. Mais hélas, pas le cigare. Internationalement reconnu, Curtis n'a pourtant jamais reçu ni d'Oscar ni de Golden Globe. C'est Lawrence Naismith, le 3e larron de la série, qui interprète le juge Fulton. Ce dernier pousse Sinclair et Wilde à venir en aide à la veuve et l'orphelin. Naismith a été marin dans la marine marchande avant de devenir acteur. Il a commencé en 1927 dans la comédie musicale Oh Boy. Il s'est engagé ensuite dans la Seconde Guerre mondiale, puis il est devenu professeur de judo. L'acteur avait d'ailleurs remporté 2 ceintures noires respectivement dans le judo et le karaté. Sa carrière à l'écran débute en 1948 dans des films et téléfilms. Mais il est très peu connu en France car il a joué dans des séries qui n'étaient pas diffusées chez nous. On a pu tout de même le voir dans Les Envahisseurs ou encore Le Fugitif, ainsi que Manix et Bonanza. Après Amicalement Vôtre, on pourra le voir dans Poigne de fer et séduction ou la série Oh Father. Il sera ensuite dans La Chute des aigles, Le Retour du Saint ou encore Barrière. Sa dernière apparition date de 1982 dans la série I Remember Nelson.
Après avoir arrêté sa carrière télévisuelle, il a ouvert un pub dans un petit village. Quelques années plus tard, après la mort de sa femme, Christine Boca, il partira en Australie pour y vivre avec son fils jusqu'à sa mort. L'acteur meurt en 1992 à l'âge de 83 ans. La série a eu son lot de vedettes. Comme d'habitude, nous ne vous en présentons que certaines. À vous de reconnaître celles qui sont apparues tout au long de la série. En 1972, la série arrive en France sur la deuxième chaîne de l'époque, l'ORTF. Distribuée par la société Native Film, les doublages ont eu lieu au studio Boulogne-Billancourt. La série sera rediffusée dans les années 80 sur Antenne 2 et la 5 jusqu'en 1990. Puis sur M6 en 1992 et Série Club en 1993. Enfin, c'est Paris Première qui la rediffuse régulièrement. C'est Claude Bertrand qui double Roger Moore et Michel Roux double Tony Curtis. Lawrence Naismith était lui doublé par Émile Duhard, puis par Jean-Henri Chambois. La version française est de qualité, mais elle prend de grandes libertés d'adaptation par rapport à la version originale. Selon Michel Roux, Tony Curtis aurait été si content de sa voix française qu'il lui aurait demandé par contrat d'assurer tous ses doublages suivants. Michel Roux l'a doublé notamment en 1980 pour Le Miroir se brisa. La série sera un immense succès dans notre pays et reste encore aujourd'hui très populaire où elle est régulièrement rediffusée. La série a bien entendu été éditée en DVD et en Blu-ray. Vous avez même un coffret qui réunit les deux séries, Amicalement Vôtre et Poigne de fer et séduction. Classiquement, la série a été éditée en coffret séparé et en intégrale. En France, la série existe également en Blu-ray et en DVD. Pour ce dernier comme à son habitude, la France a ressorti la série sous différents packaging au fil des années. Éditée par TF1 Vidéo, ceux-ci n'ont plus à faire leurs preuves pour sortir moult versions de leur série. Dans les goodies dédiés à la série, vous retrouverez bien évidemment des répliques miniatures des voitures de Brett Sinclair et Danny Wilde. Ainsi, Corgi a sorti l'Aston Martin et la Ferrari, avec un diaporama pour cette dernière. Vous pouvez les acquérir séparément ou toutes les deux en même temps. Corgi a aussi sorti une petite figurine de Brett Sinclair. À part cela, pas grand chose. Quelques mugs et quelques t-shirts, pas sûr que ce soit des produits officiels. Vous pourrez également trouver des revues avec les aventures de Brett et Danny. Bien entendu, il existe également un annual. À noter qu'en France, étant sur le filon des séries TV, les éditions Iris ont aussi sorti un livre sur la série. À vous de trouver ce que nous ne vous avons pas montré. Phase S, numéro 35, spécial 5 ans à Londres, est à présent terminée. Nous espérons que cette petite balade dans Londres sur les lieux de tournage d'Amicalement Vôtre vous aura plu autant qu'à nous. Nous vous laissons répondre à la question centrale, à savoir, faut-il une ou deux olives dans le créole crème ? Pour notre prochaine vidéo, nous ferons une thématique spéciale Homme Invisible, où nous vous parlerons de Peter Brady, du Dr Westin, de Sam Casey et de Damien Fox, entre autres. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. N'hésitez pas à partager, à diffuser et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche en haut de notre chaîne pour être averti des prochaines émissions à venir.
Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles. Retrouvez également Phase S, les séries cultes, sur les réseaux sociaux pour continuer l'expérience et pour nous soutenir.